l'invité de la matinale. KTO Radio. 2024, une année meurtrière dans la Manche. On compte 46 personnes décédées cette année en tentant de rejoindre l'Angleterre depuis la France, dont 19 rien qu'en ce mois de septembre. Des drames et des questions qui reviennent à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié dans l'Église. Demain, dimanche, on tente de mieux comprendre les causes et la réalité de la migration en France et en Europe. Noémie Pathé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes maître de conférences en sociologie et directrice du diplôme universitaire Action sociale et migration à l'Institut catholique de Paris. Alors, dans le cadre de votre travail d'enseignante-chercheuse, vous êtes régulièrement en contact de personnes exilées dans des structures d'accompagnement notamment. Quelles sont les principales raisons qui poussent ces personnes à quitter leur pays ? Alors, la migration internationale, c'est un phénomène qui est de plus en plus complexe, ce qui veut dire que les raisons qui poussent ces personnes à partir sont de plus en plus complexes et de plus en plus entremêlées. Et souvent, on a tendance à vouloir les catégoriser de façon un peu simpliste. Ce qu'on observe quand on interroge les personnes en situation de migration, c'est effectivement un entremêlement de multiples raisons qui les ont poussées à partir. Alors, bien sûr, il y a les questions politiques, d'insécurité politique, de violence en raison de conflits armés, mais tout ça s'articule avec des enjeux économiques, bien sûr, des enjeux démographiques. Certains des pays d'origine connaissent une croissance démographique importante qui s'accompagne d'une raréfaction du travail, notamment pour les plus jeunes, et donc des jeunes générations qui en fait n'ont pas dans leur pays d'origine les ressources, les moyens pour conquérir une place sociale, un statut social qui soit digne à leurs propres yeux, et donc pour qui la migration devient la seule option. Il y a également des facteurs environnementaux, climatiques qui jouent de plus en plus. Alors, la grande majorité des migrations environnementales sont internes au pays, mais on constate qu'il y a des facteurs environnementaux et climatiques qui peuvent jouer aussi dans des migrations internationales, mais qui viennent s'articuler avec d'autres facteurs démographiques, économiques, politiques, etc. Voilà, donc un phénomène qui est de plus en plus complexe en réalité. Il faut prendre en compte l'ensemble de ces facteurs. Et quand ces personnes transitent ou arrivent dans d'autres pays, leurs conditions d'accueil ne sont pas forcément les bonnes tout le temps. Quelle est la réalité sociale et humanitaire de ces personnes exilées en France notamment ? À l'échelle européenne, les populations immigrées font partie des populations les plus discriminées dans nos pays, et ce sur toutes les dimensions sociales de leur vie quotidienne. Donc sur la question de l'accès à un logement digne, à un travail, l'accès à la santé, à l'éducation, etc. Toutes les dimensions. Concrètement, ça se traduit par des réalités de vie qui sont meurtries, qui sont caractérisée par aussi une grande inquiétude parce que pour les personnes régularisées, il y a la crainte de perdre cette régularisation, et pour les personnes en situation irrégulière, il y a la crainte de l'expulsion. Et donc cette crainte, elle se vit au quotidien. Et puis la complexité des procédures administratives produit des situations de très grande précarité. Et donc ça, on le voit beaucoup dans les médias, dans l'actualité, des situations de campement dans lesquelles vivent notamment des enfants, des femmes, des hommes isolés, des familles, de plus en plus, et qui vivent dans des situations de très grande précarité. Beaucoup de personnes pensent que dans ces conditions d'accueil, mieux vaut ne pas accueillir de personnes migrantes qui viennent d'autres continents. Vous en pensez quoi ? C'est l'argument qu'on entend beaucoup, qui consiste à dire que si on accueille dignement, alors ça va créer un appel d'air. Sur ce sujet, il y a plusieurs choses à dire. D'une part, l'appel d'air, scientifiquement, on n'a jamais réussi à le prouver. C'est-à-dire que quand on ouvre un dispositif ou quand on élabore une politique qui soit accueillante, intégrante, en fait, ça a plutôt pour effet de percer une bulle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une augmentation dans un premier temps d'un flux d'arrivée, mais un flux qui ensuite se stabilise. Donc, et ça, on le vérifie
en fait de façon quasi systématique, quoi. L'appel d'air, en réalité, scientifiquement n'existe pas, n'a jamais été démontré. Et donc ça pose la question au fond du droit. Est-ce que notre droit national a pour vocation de rendre possible quelque chose d'indigne, mais pas contraire au droit? Et ça pose vraiment cette question-là, quoi. Est-ce que notre droit doit servir à justifier des conditions qui sont indignes? Comment ça se fait que beaucoup de personnes exilées se retrouvent dans ces situations aujourd'hui ? Il faut revenir sur la construction de nos politiques migratoires. Première grande politique migratoire, c'est fin du 19e, 1883. Et depuis, on alterne en France entre des politiques plus libérales ou des politiques plus dirigistes. Depuis les années 80, on observe un durcissement croissant du traitement des populations exilées en France. Ça se joue à la fois sur un durcissement du droit au séjour, avec des titres de séjour qui sont de plus en plus compliqués à obtenir et des démarches qui sont de plus en plus complexes. Et puis une précarisation du droit d'asile également, hein, avec des procédures très complexes et des taux d'acceptation qui diminuent. Ce durcissement de nos politiques migratoires à partir des années 80, il s'explique par une montée du sentiment d'insécurité de la population française face à un contexte de chômage croissant, hein, avec premier choc pétrolier qui a donné lieu à cette insécurité économique et un message qui a été porté par le politique qui consiste à dire que les populations migrantes en fait mettent en danger notre nation sur plusieurs plans et notamment sur le plan économique. Et que donc pour régler le problème de l'insécurité économique, entre guillemets, on va régler le problème de l'immigration. C'est une sorte de réponse à ce contexte d'insécurité. Vous parliez de la bulle, de l'appel d'air juste avant. Quels sont les chiffres à ce titre sur la migration, des chiffres qui font souvent l'objet d'intenses batailles politiques et médiatiques? Ouais. C'est vrai que les chiffres concernant l'immigration sont souvent très très peu maîtrisés et donc on observe il y a quand même beaucoup de bêtises qui sont dites sur le sujet et donc c'est vraiment important de revenir effectivement sur ces données-là. À l'échelle mondiale, on observe que l'ensemble des personnes déplacées, sur la totalité des personnes déplacées dans le monde, on a à peu près 6% qui arrivent dans un pays du Nord. Donc c'est une très très faible minorité. Et là-dessus, ensuite, se pose la question de la part que prend la France. Et ce qu'on observe, c'est que parmi notamment les pays européens, la France n'est pas le premier pays qui accueille, loin de là. Ça, c'est une première chose. L'autre chose qu'on observe, c'est que... et donc, du coup, la majorité des migrations internationales, en fait, reste dans le Sud. La majorité. On estime que 86% des personnes déplacées restent dans un pays du Sud. Ça, c'est une chose. À l'échelle de la France, en fait, ce qu'on observe, c'est que depuis le début des années 2000, le nombre de titres de séjour obtenus en France est extrêmement stable. On est entre 280 000 titres de séjour obtenus par an, ce qui représente 0,3%, 0,4% de la population française. Donc, une très grande stabilité et une proportion en réalité assez modeste des titres de séjour obtenus. Alors on observe une augmentation de la migration estudiantine, donc il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent en France. Par contre, une baisse de la migration familiale et de la migration de travail, qui est très claire. Et pourquoi la France, comme d'autres pays européens, essaye d'agir justement sur ces phénomènes migratoires ? Alors, il y a une volonté politique qui est de plus en plus entendue, qui consiste à dire que la migration relève de la crise et que donc il faut sortir de cette crise. Et donc, tout un ensemble d'initiatives et de politiques sont mises en place dans cet objectif-là, de sortir de ce qui va être qualifié de crise migratoire. Je pense que c'est
c'est une volonté politique, puisque on n'est pas sur d'une incapacité structurelle. La France, une grande partie des pays de l'Europe ont les moyens structurels d'accueillir davantage que ce que l'on fait. C'est donc une volonté politique de mettre un terme, ou en tout cas de tenter de mettre un terme à ce phénomène-là. Une volonté politique donc qui repose non pas sur la réalité sociodémographique des phénomènes migratoires, mais qui cherche à prendre en compte les sentiments d'insécurité que l'on entend de plus en plus. Et je pense qu'il faut les entendre, ces sentiments d'insécurité qui sont très présents, insécurité physique, économique, identitaire, etc., qui sont de plus en plus banalisés. Et je pense que justement ces politiques, en cherchant à tenir compte de ces sentiments, quelque part donnent une validité à ces sentiments, donnent une légitimité à ces sentiments. Et c'est là que ça devient dangereux, à mon sens. On constate aujourd'hui que des pays, même au sein de l'Union européenne, je pense à l'Allemagne dernièrement, changent radicalement de politique d'accueil, se replient un peu sur eux. Quelles conséquences cela peut avoir sur les migrations, sur les routes migratoires ? On n'est pas sur un changement radical en réalité, on est plutôt sur une continuité de politiques qui progressivement sont de plus en plus restrictives et chaque État reste souverain sur la gestion de ses propres frontières. La France même dans l'espace Schengen. Ouais, même dans l'espace Schengen. Donc oui, il y a eu effectivement cette annonce de l'Allemagne. Concrètement, quand on s'appuie sur les études qui travaillent sur les effets de la fermeture d'une frontière, ce que l'on observe, c'est que ça n'empêche pas la migration. Les conséquences de la fermeture d'une frontière, ça va être la pérennisation des espaces frontières, des lieux de transit, notamment des campements. Ça, c'est une chose. Et l'autre conséquence, c'est le contournement. C'est-à-dire que quand on ferme une frontière, la migration s'adapte et donc va construire une alternative en termes de route migratoire. Et cette alternative, ce qu'on observe, c'est qu'elle est de plus en plus dangereuse et donc de plus en plus mortelle. Et c'est ce qui explique effectivement l'augmentation des taux de mortalité en Méditerranée, dans la Manche, mais on pourrait parler aussi de ce qui se passe dans le Sahara, en Libye, etc., quoi. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que, comme la Méditerranée, la Manche devient un nouveau cimetière, pour reprendre les termes du pape François. Oui, tout à fait. On a longtemps cherché à invisibiliser ce qui se passait à Calais. Et d'ailleurs, dans les politiques de gestion de la situation à Calais, il y a vraiment cette volonté-là de taper dans la fourmilière pour essayer d'invisibiliser le phénomène. Je pense qu'il s'agit de prendre conscience que en France, on est confronté, il existe sur notre territoire français des camps de réfugiés. Il existe sur notre territoire français des personnes qui cherchent à traverser dans des conditions extrêmement dangereuses effectivement la Manche. Une dernière question, Noémie Pathé, dans son message pour la 110e journée mondiale du migrant et du réfugié ce dimanche, le pape François rappelle que la rencontre avec le migrant est aussi une rencontre avec le Christ. Quel peut être l'impact de la présence et de l'engagement des catholiques, entre autres, dans l'accompagnement de ces personnes exilées ? Ce qui est très fort dans la rencontre avec une personne migrante, c'est qu'au fond, on fait l'expérience profonde de ce qu'est l'altérité, de cet autre qui peut faire peur, qui peut inquiéter. L'étranger a toujours fait peur. Mais cet autre, c'est aussi celui qui vient construire le tissu social de nos sociétés. C'est celui qui vient enrichir nos civilisations. Et ça, on l'observe scientifiquement. Les populations ont tendance à se rapprocher, à se métisser, et non pas à se séparer, à rester à distance. Et donc faire l'expérience de cette altérité, je pense que les croyants, et notamment les catholiques, ont un message à porter sur le sujet, en disant la notion de fraternité, c'est ça, c'est de faire cette expérience de cette altérité, c'est épouser l'altérité que nous amènent ces personnes immigrées
immigrés et présenter cette altérité comme une véritable richesse, comme un enrichissement pour nos sociétés et non pas comme une mise en danger, comme c'est trop souvent présenté et mis en avant. Merci Noémie Pathé pour ce message et ces paroles sur et vos éclaircissements sur le sujet en tout cas de la migration en France. Je rappelle que vous êtes directrice du diplôme universitaire Action sociale et migration à l'Institut catholique de Paris. Encore merci d'être venue dans les studios de KTO. Merci à vous.